La maîtresse a déchiré la robe de l'esclave. Ce qu'elle a crié a choqué tout le monde. Dites-moi en commentaire, d'où m'écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous? Nous allons revivre ensemble le scandale le plus explosif de la Martinique coloniale. Habitation Beauregard, Martinique, 1847. Un après-midi étouffant doux, Madame Catherine Beauregard revient tôt de sa visite caritative en ville, souffrant de la chaleur tropicale oppressante. En approchant des quartiers des esclaves, derrière la maison principale, elle entend des bruits provenant d'une cabane. À travers les lattes de bois, elle assiste à une scène qui bouleverse son monde. Son mari, Monsieur Étienne Beauregard, est nu avec Joséphine, la jeune esclave mulâtre de 26 ans qui sert la famille depuis 12 ans. Joséphine n'est pas n'importe quelle esclave. C'est la domestique de Catherine, sa confidente, la femme qui a aidé à la naissance de ses 3 enfants et qui s'en occupe depuis leur naissance. Les enfants l'appellent Mamie Jo. Catherine lui faisait entièrement confiance, la laissait entrer dans les espaces les plus intimes de sa vie, partageait ses peurs et ses rêves avec elle lors de conversations nocturnes. Et maintenant, cette trahison ultime. Saisie par la rage et l'humiliation, Catherine traîne Joséphine par les cheveux de la cabane sur la véranda de la maison principale. Il est midi, et des dizaines d'esclaves des champs reviennent du déjeuner, récupèrent de l'eau, se préparent pour le travail de l'après-midi. Catherine veut des témoins. Elle veut que tout le monde voie ce qui arrive à ceux qui trahissent la confiance. Sur la véranda, devant 40 esclaves horrifiés, Catherine déchire la robe simple de Joséphine en lambeaux, criant des accusations de séduction, de trahison et de malveillance. Elle révèle des détails intimes. Comment Joséphine lui tenait la main pendant l'accouchement, comment elle chantait des berceuses aux enfants, comment Catherine lui avait confié ses secrets les plus profonds. Mais alors que Catherine lève la main pour asséner le coup final et ordonne au contremaître d'appliquer une flagellation brutale, Joséphine, humiliée, à moitié nue, n'ayant plus rien à perdre, hurle une vérité qui fait taire tout le monde. Vous m'avez confié vos enfants. Votre mari me viole depuis que j'ai 14 ans, quand j'étais encore une enfant. Vous saviez, madame, vous avez vu les bleus, vous m'avez entendu pleurer la nuit, mais vous avez choisi votre vie confortable plutôt. Oh, que ma souffrance. Et maintenant, vous m'accusez de séductrice. La révélation ne s'arrête pas là. Dans sa fureur désespérée, Joséphine expose des années d'abus cachés, de grossesses terminées de force et la complicité du silence qui a permis tout cela. Les esclaves observateurs restent figés, assistant à un moment qui changera tout, lorsque les mensonges qui ont maintenu leur monde ensemble s'effondrent enfin. La maison des mensonges, le matin du 14 août 1847, se levait comme n'importe quel autre sur l'habitation Beauregard. Le soleil se levait sur les champs infinis de canne à sucre qui s'étendaient de la maison principale aux montagnes lointaines de la Martinique, peignant le ciel de rose et d'or. L'air était déjà épais d'humidité, promettant une autre journée d'étouffante chaleur qui pousserait maîtres et esclaves à chercher n'importe quel abri. Dans la grande cuisine derrière la maison principale, Joséphine s'activait avec efficacité, ses mains préparant le plateau du petit déjeuner pour la famille Beauregard. À 26 ans, elle était une femme frappante, à la peau café au lait, aux yeux marrons intelligents et aux cheveux soigneusement enveloppés dans un madras coloré. Sa robe bleue en coton simple était propre et bien entretenue, un signe de sa position privilégiée d'esclave domestique plutôt que de travailleuse des champs. « Bonjour, Jo !» appela Mamie Rose, la vieille cuisinière qui travaillait à Beauregard depuis 40 ans. « Madame veut son café très fort aujourd'hui. Elle va en ville pour cette réunion caritative. »« Je sais, mamie, » répondit doucement Joséphine, arrangeant soigneusement du pain frais, du beurre et de la confiture sur le plateau en argent. « Je l'ai déjà préparé comme elle aime. » Mamie Rose observa la jeune femme avec des yeux pleins de savoir. « Tu as l'air fatiguée, ma fille. Tu dors bien ?» Les mains de Joséphine s'arrêtèrent un instant avant de reprendre leur travail. Juste la chaleur, mamie, rien d'autre. Mais Mamie Rose en savait trop pour être trompée. Elle avait vu Joséphine grandir sur cette plantation, l'avait vue passer d'une enfant joyeuse à cette femme silencieuse et hantée.
Elle connaissait les signes, elle connaissait les secrets, mais comme tout le monde, elle s'était tue parce que parler signifiait la mort ou pire. À l'étage, dans la chambre principale, Catherine Beauregard était assise à sa coiffeuse, tandis que sa servante, une jeune esclave nommée Marie, lui faisait un chignon élaboré. Catherine avait 34 ans, toujours belle malgré 3 grossesses difficiles, avec une peau pâle qui nécessitait une protection constante contre le soleil tropical et des yeux bleus perçants qui ne manquaient rien. « Plus serré sur le côté gauche, Marie », ordonna-t-elle, examinant son reflet avec soin. « Et apporte mes boucles d'oreilles en perles, celles que ma mère a envoyées de Paris. »« Oui, madame. » Marie se hâta vers la boîte à bijoux. Les pensées de Catherine étaient déjà tournées vers la journée à venir. La réunion de la Société des Dames Caritatives à Fort-Royal allait discuter de leur dernier projet, enseigner aux enfants esclaves des prières chrétiennes de base. C'était le projet favori de Catherine, et elle était fière d'être une maîtresse compatissante qui s'occupait du bien-être moral de ses esclaves. Elle ne voyait jamais l'ironie. « Où est Joséphine ?» demanda soudain Catherine. « Elle devrait être ici pour t'aider. Elle prépare votre plateau de petit déjeuner, madame. Elle montera bientôt. » Catherine hocha la tête, satisfaite. Joséphine était avec elle depuis 12 ans maintenant, depuis qu'elle avait 14 ans. Catherine l'avait choisie elle-même parmi les esclaves des champs, remarquant son intelligence et sa capacité d'apprentissage rapide. Elle avait formé Joséphine elle-même, lui apprenant à coiffer, à s'occuper des vêtements fins, à se déplacer discrètement et efficacement dans la maison. Plus que cela, Joséphine était devenue quelque chose que Catherine n'avouerait jamais à personne, presque une amie. Pendant sa première grossesse difficile, quand elle était alitée pendant des mois, Joséphine était là tous les jours, lisant pour elle, la tenant compagnie, lui tenant la main pendant la douleur. Quand Henri était né, c'était Joséphine qui avait aidé la sage-femme, qui avait nettoyé et emmailloté le bébé, qui était restée éveillée la nuit quand l'enfant pleurait sans s'arrêter. La même chose avec Sophie et Thomas, les 2 autres enfants. Joséphine était autant impliquée dans leur éducation que Catherine elle-même. Les enfants l'adoraient. Henri, maintenant âgé de 9 ans, la suivait partout en posant des questions sans fin. Sophie, 7 ans, insistait pour que Joséphine l'aborde chaque soir. Le petit Thomas, seulement 4 ans, l'appelait Mamie Jo et pleurait quand elle n'était pas près de lui. Catherine se disait qu'elle traitait bien Joséphine. L'esclave dormait dans une petite chambre attenante à la cuisine plutôt que dans les cabanes surpeuplées avec les esclaves des champs. Elle mangeait de meilleure nourriture. Elle n'était pas soumise au travail brutal dans les champs. Catherine lui donnait même parfois des robes usagées. Qu'est-ce qu'une esclave pouvait vouloir de plus? Un coup à la porte interrompit ses pensées. Joséphine entra portant le plateau du petit déjeuner, les yeux respectueusement baissés comme toujours. « Bonjour madame », dit-elle doucement, posant le plateau sur la petite table près de la fenêtre. « Votre café, exactement comme vous l'aimez. » Catherine examina le plateau d'un œil critique. Tout était parfait, comme d'habitude. « Très bien, Joséphine. Maintenant, viens aider Marie avec mes cheveux. Nous devons nous dépêcher si je veux arriver en ville avant 10 heures. » Joséphine s'approcha derrière Catherine, ses doigts habiles, travaillant rapidement et doucement. Catherine l'observait dans le miroir. Le visage de l'esclave était soigneusement neutre, ne révélant rien. « Tu surveilleras les enfants aujourd'hui pendant mon absence, » dit Catherine. Ce n'était pas une question. « Henri a ses leçons avec le tuteur à 11 heures. Assure-toi qu'il ne les évite pas pour aller jouer près du moulin encore une fois. Et Sophie a besoin de son nouvel habit ajusté. La couturière viendra cet après-midi. »« Oui, madame. » Et Joséphine. La voix de Catherine s'adoucit légèrement. « Merci, tu as été inestimable pour cette famille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Pendant un instant, quelque chose passa dans les yeux de Joséphine. Douleur, colère, ironie amère. Mais cela disparut si vite que Catherine pensa l'avoir imaginé. « Merci, madame », répondit Joséphine dans cette voix douce et obéissante. En bas, Étienne Beauregard était assis dans son bureau, examinant les registres de la plantation.
À 42 ans, c'était un homme séduisant aux cheveux noirs grisonnants, aux tempes et à l'attitude confiante de quelqu'un qui avait hérité richesse et pouvoir. Il possédait l'habitation Beauregard et 200 esclaves. Il était respecté dans la société de Fort-Royal, siégeait à divers conseils coloniaux et était considéré comme un citoyen honorable. Personne ne connaissait ses visites au quartier des esclaves. Ou plutôt, tout le monde le savait, mais personne n'en parlait. C'était simplement la façon dont les choses se passaient. Les maîtres avaient certains privilèges. Les femmes esclaves n'avaient aucun droit de refuser. C'était l'ordre naturel de leur monde. Pierre, le contremaître, entra dans le bureau après un bref coup. Il était un homme rude d'une 50aine d'années, marqué par des années de contrôle de la main-d'œuvre esclave par la peur et la violence. « Bonjour, maître Beauregard. Je voulais vous rendre compte de la production de sucre d'hier. »« Oui, oui. » Étienne fit un geste impatient. « Et les nouveaux esclaves que nous avons achetés le mois dernier, comment fonctionnent-ils? Les hommes sont forts, de bons travailleurs. Les femmes, eh bien, 2 sont déjà enceintes, donc elles seront moins utiles dans les champs bientôt. On ne peut pas y faire grand-chose. » Étienne fit une annotation dans son registre. « Assurez-vous qu'elles soient déplacées vers des travaux plus légers quand le moment viendra. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des biens précieux par négligence. » Des biens, c'est tout ce qu'elles étaient pour lui, y compris Joséphine. Il pensait à elle pendant que Pierre parlait des horaires de récolte et des réparations d'équipements. Il l'avait remarqué pour la première fois quand elle n'était qu'une fille, peut-être 13 ou 14 ans, travaillant à la cuisine. Quelque chose chez elle avait attiré son attention, sa beauté inhabituelle peut-être, ou son intelligence vive. Il avait attendu qu'elle ait 14 ans. Il s'était dit que cela la rendait acceptable d'une certaine manière, assez vieille, selon les standards de leur monde. La première fois, elle avait pleuré et supplié. Cela l'avait excitée plus qu'il ne voulait l'admettre. Au fil des ans, elle avait appris à être silencieuse, à se soumettre sans résistance. C'était mieux, à sa manière. Moins compliqué. Il ne pensait jamais à savoir si elle souffrait. Les esclaves ne ressentaient pas les choses comme les Blancs. Tout le monde le disait. C'était juste leur nature de servir, de supporter. Dieu les avait faits ainsi. C'étaient les mensonges qu'il se racontait, les mensonges qui lui permettaient de dormir la nuit. En milieu de matinée, Catherine était habillée de sa plus belle robe de jour, un vert pâle en soie qui mettait en valeur sa couleur, et prête à partir pour la ville. Les enfants vinrent dire au revoir, supervisés par Joséphine. « Maman, je dois vraiment faire mes leçons aujourd'hui, » gémit Henri. « Il fait trop chaud. » « L'éducation n'est jamais reportée pour un simple inconfort, » répondit Catherine sévèrement, embrassant son front. « Joséphine veillera à ce que tu assistes, n'est-ce pas, Jo? »« Oui, madame. » Joséphine sourit à l'enfant, ébouriffant ses cheveux affectueusement. « Et si tu es très sage, peut-être ferons-nous des biscuits cet après-midi ?» Le visage d'Henri s'illumina. « Vraiment, si tu termines toutes tes leçons. » Sophie tira sur la jupe de Joséphine. « Est-ce que tu nous raconteras l'histoire de l'oiseau magique ce soir ?»« Bien sûr, petite. » Joséphine se pencha pour embrasser la joue de la fillette. Malgré tout, son amour pour ses enfants était sincère. Ce n'était pas leur faute d'être nés dans ce système maléfique. Ils étaient innocents. Catherine observait cette interaction avec satisfaction. Voyez, elle traitait bien ses esclaves. Elles étaient presque comme de la famille. La voiture était prête et Catherine monta, s'installant pour le trajet d'1 heure jusqu'à Fort-Royal. Le cocher, un vieil esclave nommé Jacques, claqua la langue et les chevaux s'élancèrent. En quittant la plantation, Catherine ressentit un soulagement. La maison lui avait semblé oppressante ces derniers temps, bien qu'elle ne puisse pas vraiment dire pourquoi. Peut-être était-ce simplement la chaleur terrible. La saison des pluies ne pouvait pas venir assez tôt. De retour à la plantation, Étienne regarda la voiture de sa femme disparaître au bout de l'allée. Il attendit encore une demi-heure, terminant quelques papiers, s'assurant qu'elle était vraiment partie. Puis il sortit par la porte de derrière, traversa la cour et se dirigea vers les cabanes des esclaves.
Joséphine était dans la maison principale, supervisant les leçons d'Henri avec le tuteur, quand une des jeunes esclaves, Lisette, apparut à la porte avec une expression effrayée. « Jo !» chuchota-t-elle avec urgence. « Le maître te cherche, dans les quartiers. » Le sang de Joséphine se glaça. « Mais les enfants, je vais les surveiller, » dit rapidement Lisette. « Tu sais que tu ne peux pas refuser. » Non, elle ne pouvait pas refuser. Elle ne le pouvait jamais. Joséphine traversa la cour sous le soleil brûlant, ses pieds se mouvant automatiquement vers sa propre destruction. Vers la cabane qui avait vu 12 ans de sa violation, vers l'homme qui possédait son corps mais ne pourrait jamais toucher son âme. Elle ne savait pas que la voiture de Catherine allait revenir tôt, la réunion annulée à cause de la soudaine maladie de quelqu'un. Elle ne savait pas que tout allait exploser. Elle ne savait que la peur familière, la nausée dans son estomac, le désir de simplement cesser d'exister. Et en entrant dans la cabane sombre où Étienne l'attendait, en retirant sa chemise, elle ferma les yeux et alla ailleurs dans son esprit, à un endroit où elle était libre, où son corps lui appartenait, où elle pouvait dire non et être entendue. Un endroit qui n'existait que dans les rêves. La révélation, la voiture de Catherine remonta rapidement l'allée de la plantation, bien plus tôt que prévu. La réunion de la société caritative avait été annulée. Madame Dubois était tombée malade d'une fièvre soudaine et les autres dames s'étaient rapidement dispersées. Catherine était contrariée par ce voyage perdu, mais aussi soulagée. La chaleur avait été oppressante même dans la voiture ombragée et elle avait développé une migraine lancinante. « Emprunte le chemin de derrière, Jacques », ordonna-t-elle au cocher. « Je monterai directement dans ma chambre pour me reposer. »« Oui, madame. » Alors que la voiture roulait vers l'arrière de la maison, passant devant les quartiers des esclaves, Catherine remarqua l'étrange silence. La plupart des esclaves des champs étaient encore en train de travailler, mais normalement il y aurait eu une certaine activité, les femmes faisant la lessive, les enfants jouant, les esclaves âgés s'occupant de petits jardins. Aujourd'hui, un calme étrange régnait sur les cabanes. Elle descendit de la voiture, ajustant son parasol contre le soleil brutal de l'après-midi. Jacques partit rapidement s'occuper des chevaux. Catherine marcha vers la maison, mais quelque chose la fit s'arrêter. Un bruit doux, presque inaudible, venant d'une des cabanes. La curiosité de Catherine était piquée. Quelqu'un était-il malade, évitant le travail? En tant que maîtresse de la plantation, il était de son devoir de tout savoir ce qui se passait ici. Elle s'approcha de la cabane de Joséphine, réalisa-t-elle avec un choc. Que faisait-on là-dedans à cette heure? La porte était légèrement entr'ouverte. Catherine pouvait entendre des sons maintenant, mouvements rythmiques, respiration lourde, sanglots étouffés d'une femme. Elle poussa la porte plus largement. La scène devant elle la figea, son esprit peinant à comprendre ce que ses yeux voyaient. Son mari, nu jusqu'à la taille, son pantalon déboutonné, sur le lit étroit avec Joséphine sous lui, sa robe remontée jusqu'à la taille, son visage tourné, des larmes coulant sur ses joues. Pendant un long moment, Catherine ne pouvait ni bouger, ni penser, ni respirer. Le monde bascula. Étienne leva les yeux et la vit. Son visage devint blanc, puis rouge. Il se releva précipitamment, tripotant ses vêtements. « Catherine, ce n'est pas... » Mais elle reculait déjà, la main pressée contre sa bouche, la bile montant dans sa gorge. Elle se retourna et s'enfuit, pas vers la maison, mais autour d'elle, dans le jardin, où elle se pencha et vomit dans les roses. Son mari. Sa servante de confiance, ensemble. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps cela se passait-il sous son toit? Des images défilèrent dans son esprit. Joséphine l'aidant à se baigner, coiffant ses cheveux, écoutant ses confidences, tout en couchant avec Étienne, en le séduisant, en le volant. La trahison était complète, absolue. La stupeur de Catherine se transforma rapidement en autre chose, une rage brûlante qui effaça tout le reste. Elle avait traité cet esclave comme de la famille, lui avait fait confiance avec ses enfants, lui avait partagé sa maison, sa vie, ses moments les plus intimes avec cette vipère. Elle fonça vers les cabanes, plus furieuse qu'une furie incarnée.
Joséphine était sortie de la cabane, ajustant rapidement sa robe déchirée. Elle vit Catherine arriver et se figea comme un cerf devant un chasseur. « Madame, s'il vous plaît, je peux expliquer. » La main de Catherine s'abattit, giflant Joséphine de toutes ses forces. L'esclave chancela en arrière, presque tombant. « Tu oses me parler ?» La voix de Catherine était stridente, cassée. « Tu oses ?» Étienne était sorti de la cabane, les vêtements en désordre. « Catherine, calme-toi, nous pouvons discuter de cela en privé. » En privé? Catherine se retourna vers lui. « Ainsi toute la plantation ne saura pas quelle idiote je suis. Ainsi nous pourrons prétendre que cela n'est jamais arrivé. Depuis combien de temps, Étienne? Depuis combien de temps couches-tu avec la domestique? » Catherine, ce n'est pas... Mais Catherine n'écoutait plus. Elle attrapa Joséphine par les cheveux, la tirant en avant. Joséphine cria de douleur. « Tu veux parler de choses à discuter en public ?» La voix de Catherine monta à un cri. « Faisons cela très publiquement. Pierre! Pierre !» Le contremaître accourut des champs, alarmé par les cris de la madame. D'autres esclaves se rassemblèrent, attirés par le tumulte. « Madame, que s'est-il passé ?»« Sonne la cloche !» ordonna Catherine, les yeux brillants. « Rassemble tous les esclaves de la maison et tous ceux assez proches pour venir. Je veux des témoins. » « Catherine, c'est de la folie. » Étienne essaya d'intervenir, mais elle le coupa d'un regard si venimeux qu'il recula. En quelques minutes, la zone autour de la véranda arrière de la maison principale était remplie d'esclaves. Les travailleurs des champs qui étaient assez proches pour entendre la cloche, tous les domestiques de la maison, les palefreniers, le personnel de cuisine, 40 ou 50 personnes rassemblées nerveusement, confuses et effrayées par cette scène sans précédent. Catherine traîna Joséphine sur les 3 marches de la véranda en bois, la positionnant où tout le monde pouvait la voir. Le cuir chevelu de l'esclave brûlait là où les doigts de Catherine s'agrippaient à ses cheveux. « Regardez-la !» cria Catherine aux esclaves rassemblés. « Regardez cette femme, c'est Joséphine que j'ai sortie des champs quand elle n'était qu'une fille, que j'ai formée, à qui j'ai fait confiance, à qui j'ai permis d'entrer dans les zones les plus privées de ma vie. » Les esclaves observateurs restèrent silencieux, mal à l'aise. Mamie Rose était là, les larmes coulant déjà sur son visage ridé. La jeune Lisette se tenait avec les autres filles de la maison, la main couvrant sa bouche, horrifiée. Jacques le cocher fixait le sol. Ils savaient tous où cela allait. « Je lui ai donné des privilèges », continua Catherine, sa voix se brisant. Elle dormait dans une chambre confortable. Elle mangeait de la bonne nourriture. Elle s'occupait de mes enfants, mes bébés. Je lui ai confié mes secrets. Je lui ai dit des choses que je n'ai jamais dites à personne. Joséphine était devenue complètement immobile dans la prise de Catherine, les yeux fermés, le visage impassible. « Et comment me rend-elle service ?» La voix de Catherine baissa à un murmure dangereux qui portait pourtant à tous les auditeurs. « En séduisant mon mari, en le volant, en détruisant mon mariage et ma confiance. »« Madame, s'il vous plaît, » Joséphine commença, mais Catherine la secoua violemment. « Tu ne parles pas, tu n'as pas le droit de parler. » Puis, dans un mouvement soudain, Catherine relâcha les cheveux de Joséphine et attrapa l'encolure de sa robe. Avec une force née de la rage et de l'humiliation, elle tira brusquement vers le bas. Le tissu se déchira avec un bruit sec. Joséphine poussa un cri et essaya de retenir la robe, mais Catherine était implacable. Elle attrapa les manches et tira, les arrachant. Elle déchira le corsage, la jupe, jusqu'à ce que Joséphine reste debout, seulement vêtue de sa fine chemise, les morceaux de tissu bleu jonchant la véranda. Les esclaves observateurs détournèrent le regard, profondément mal à l'aise. Certaines femmes pleuraient silencieusement. Les visages des hommes étaient fermés, impénétrables. « Voilà ce qui arrive à la trahison », annonça Catherine, respirant fort. « Voilà ce qui arrive quand on oublie sa place, quand on essaie de s'élever au-dessus de ce que Dieu a fait pour vous. » Elle se tourna vers Pierre. « Attache-la au poteau. 50 coups de fouet. Que tout le monde voie ce qui arrive aux esclaves qui séduisent leur maître. » Un souffle collectif parcourut la foule. 50 coups pouvaient tuer une personne. Pierre hésita, regardant entre Catherine et Étienne, incertain. « Maître ?» Étienne restait figé au bas des marches de la véranda,
Son visage était pâle, en conflit. Une partie de lui était furieuse contre Catherine pour avoir créé cette scène publique. Une partie de lui était honteuse, sachant sa propre culpabilité. Une partie de lui voulait simplement que tout cela disparaisse. « Fais-le », dit-il finalement doucement. Deux jeunes esclaves vinrent timidement en avant et commencèrent à traîner Joséphine vers le poteau de flagellation qui se dressait en vue des quartiers. Un rappel sinistre de la violence qui sous-tendait toute leur existence. Mais Joséphine trouva soudain sa voix. « Non », dit-elle, pas fort, mais avec une intensité qui fit tout le monde s'arrêter. « Qu'as-tu dit » Les yeux de Catherine étaient enflammés. « J'ai dit non », la voix de Joséphine devint plus forte. Elle cessa de résister aux hommes qui la tenaient et se tint droite, rencontrant les yeux de Catherine pour la première fois. « Je ne serai pas punie pour cela. Plus jamais. Tu n'as pas le choix. » Catherine était presque incohérente de rage. « Tu es une esclave, tu es une propriété. »« Je suis un être humain. » La voix de Joséphine résonnait claire et forte. Quelque chose s'était brisé en elle, le dernier fil fragile de soumission. Si elle allait mourir de toute façon, elle mourrait en disant la vérité. Et j'en ai assez d'être traitée comme un objet, d'être tenue responsable de crimes que je n'ai pas commis. Les esclaves observateurs restèrent absolument immobiles. Ce genre de défi pouvait tuer une personne, lentement, horriblement. Catherine fondit sur Joséphine comme un ange vengeur. « Tu as séduit mon mari, tu as détruit mon mariage. J'avais 14 ans. » Le cri de Joséphine traversa l'air chaud de l'après-midi comme un couteau. « 14 ans, madame. Une enfant. Quand votre mari est venu dans ma cabane pour la première fois, une enfant qui n'avait aucun choix, aucun pouvoir, aucun droit de dire non. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, en suspens. Le visage de Catherine devint vide de choc. « Tu crois que je voulais cela ?» La voix de Joséphine se brisa, des larmes coulant sur ses joues maintenant. « Tu crois que j'ai choisi d'être violée par votre mari pendant 12 ans? Tu crois que je l'ai séduit? Arrête !» Étienne s'avança, mais plusieurs des esclaves mâles avaient discrètement bougé pour bloquer son chemin. Ils voulaient entendre cela. Ils avaient besoin d'entendre cela. Comment une esclave séduit-elle un maître? La voix de Joséphine baissa presque à un murmure, mais dans le silence choqué, tout le monde entendit. « Dis-moi, je n'avais rien, aucune liberté, aucun choix, aucun pouvoir. Quand il venait dans ma cabane la nuit, que pouvais-je faire? Dire non, refuser. Et que m'arriverait-il alors ?» Elle se tourna vers Catherine, les yeux brûlants de 12 ans de rage et de chagrin réprimé. « Tu veux parler de trahison, madame ? Tu m'as vu pleurer le matin, tu as vu les bleus que j'essayais de cacher, tu m'as entendu sangloter la nuit, je sais que tu l'as fait, mais c'était plus facile de prétendre que tu ne savais pas, plus facile de croire que j'étais simplement capricieuse ou fatiguée. Parce que si tu avais admis ce qui se passait vraiment, tu aurais dû admettre que ta vie confortable était construite sur la souffrance. » Mensonge. Catherine hurla, mais sa voix manquait de conviction. « Est-ce » Joséphine rit amèrement. « Demande à Mamie Rose, elle le sait, elle est ici depuis 40 ans. Demande-lui combien de jeunes filles ton mari a forcées. Vas-y, demande-lui. » Tous les regards se tournèrent vers Mamie Rose. Le visage de la vieille femme était mouillé de larmes, ses lèvres tremblaient, elle ne parla pas, mais elle n'en avait pas besoin. La vérité était écrite sur son visage. « Et tu veux savoir le pire ?» La voix de Joséphine baissa presque à un murmure, mais dans le silence choqué tout le monde entendit « J'aimais tes enfants, Henri, Sophie, petit Thomas. Je les aimais comme s'ils étaient les miens, parce que mes propres bébés ont été enlevés. » Le visage de Catherine devint blanc. « Quoi ? 3 fois, madame, 3 fois j'ai été enceinte, et 3 fois Pierre ici m'a donné une potion qui m'a fait perdre le bébé. Sur ordre de votre mari, on ne peut pas avoir de bébés esclaves qui interfèrent avec le travail de la maison, après tout. » Le visage de Pierre était devenu gris. Il fit un pas en arrière, mais il n'y avait nulle part où fuir face à cette vérité. « Alors tu as pris mes enfants de moi, » continua Joséphine, la voix brisée. « Et ensuite tu m'as fait élever les tiens,
Tu m'as fait les aimer, en prendre soin, pendant que mes propres bébés étaient tués avant de pouvoir respirer. Et maintenant tu m'appelles la traîtresse ?» Le silence qui suivit était absolu. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Le monde entier s'était réduit à ce moment, cette véranda, cette vérité enfin dite. Catherine resta figée, le visage pâle de choc. Dans sa rage, elle avait voulu humilier Joséphine. À la place, elle avait déclenché une vérité qui changeait tout. Parce que maintenant, tout le monde l'avait entendu. Chaque esclave de cette plantation savait maintenant que ce qui était arrivé à Joséphine pouvait arriver à n'importe lequel d'entre eux. Que la fine couche de bonté et de civilisation que les maîtres comme Catherine s'enorgueillissaient n'était que cela, une couche. En dessous, il n'y avait que violence et exploitation. Et une fois que cette vérité était dite à voix haute, elle ne pouvait plus jamais être étouffée. Le prix de la vérité, le soleil brûlait impitoyablement sur le tableau silencieux. Catherine restait sur la véranda, sa robe élégante maintenant froissée et tachée, le visage pâle de choc. Joséphine restait en bas, à moitié nue dans sa chemise déchirée, tremblante mais défiante. Entre elles, 40 esclaves restaient témoins d'un moment qui serait murmuré pendant des années. Ce fut Mamie Rose qui brisa finalement le silence terrible. La vieille femme s'avança, son visage ridé, mouillé de larmes. « C'est vrai, madame, » dit-elle doucement. « Chaque mot qu'elle a dit est vrai. Mamie, ne... » Pierre le contremaître s'avança, la main se dirigeant vers son fouet. Mais Mamie Rose avait vécu trop longtemps et vu trop de choses pour avoir peur maintenant. Elle se tourna vers Catherine directement, sa voix ferme malgré ses larmes. « J'ai été sur cette plantation pendant 40 ans, madame. J'ai aidé à élever votre mari. J'étais là quand son père faisait les mêmes choses aux jeunes filles esclaves. Et j'ai vu ça se répéter, génération après génération. Des jeunes filles emmenées dans le lit du maître, utilisées jusqu'à ce qu'elles soient brisées et ensuite blâmées pour cela après coup. « C'est assez !» La voix d'Étienne claqua comme un fouet. « Tout le monde retourne au travail, maintenant !» Mais personne ne bougea. L'enchantement était rompu. Quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois, les esclaves tenaient leur place. « Maître Beauregard », dit Jacques, le vieux cocher. Sa voix était respectueuse mais ferme. « Nous avons entendu ce que la fille a dit. Nous savons que c'est vrai. Nous avons tous vu ça se passer. Sommes-nous censés prétendre que nous n'avons pas entendu? Vous ferez ce qu'on vous dit. » Pierre s'avança menaçant, mais plusieurs des jeunes esclaves mâles changèrent de position, formant un cercle protecteur lâche autour de Joséphine. Ce n'était pas tout à fait une révolte, pas encore, mais c'était proche. Étienne vit le danger immédiatement. Trop de force maintenant, et il pourrait avoir une révolte d'esclaves complète sur les bras. Fort-Royal était à 1 heure de route. La milice n'arriverait pas à temps si les choses tournaient à la violence. Et ils étaient largement en infériorité numérique. « Catherine, » dit-il doucement, montant les marches de la véranda vers sa femme. « Nous devons entrer. Maintenant. Laisse Pierre s'en occuper. » Mais Catherine semblait en état de choc, fixant Joséphine comme si elle la voyait pour la première fois. « Tu aimais mes enfants ?» chuchota-t-elle. Joséphine croisa son regard, et pour un instant, la colère disparut, laissant place à une tristesse épuisée. « Oui, madame, je les aimais, je les aime encore. C'était toujours vrai. Mais si ce que tu dis est vrai, si tu as été forcée, le monde de Catherine s'effondrait. Tout ce qu'elle avait cru de sa vie, de son mariage, de sa place dans le monde, tout était bâti sur des mensonges. C'est tout vrai, madame. » La voix de Joséphine était plus douce maintenant, voyant la détresse de l'autre femme. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je n'ai jamais eu le choix. » Les jambes de Catherine fléchirent. Elle s'effondra sur la marche de la véranda, la main pressée contre sa bouche. Les esclaves observateurs bougèrent mal à l'aise. Ils n'avaient jamais vu leur maîtresse comme ça. Vulnérable, brisée. « Maman ?» Une petite voix venait de la maison. Petit Thomas était sorti, cherchant Joséphine. « Maman, pourquoi tout le monde est dehors? Où est Mamie Jo ?»
L'apparition du garçon de 4 ans brisa l'enchantement. Joséphine essaya immédiatement de se couvrir mieux avec les lambeaux de sa chemise. Catherine leva les yeux vers son fils et quelque chose changea dans son visage, s'endurcit. « Thomas, retourne à l'intérieur, dit-elle sèchement. Lisette, prends-le, maintenant. » La jeune esclave s'avança rapidement et prit l'enfant confus dans ses bras, l'emmenant à l'intérieur malgré ses protestations. Catherine se leva lentement, sa contenance revenant comme une armure. Elle ne pouvait pas s'effondrer ici, devant les esclaves. C'était de la faiblesse, et la faiblesse détruirait tout. « Pierre, dit-elle, sa voix froide et contrôlée, emmène Joséphine à la cave. Enferme-la. Personne ne doit lui parler ni la voir sans ma permission. »« Madame !» Joséphine commença. « Et quelqu'un lui trouvera une couverture. Je ne veux pas qu'elle soit exposée comme ça. » Les yeux de Catherine se durcirent. Quoi qu'il se soit passé, elle est toujours une propriété précieuse. On ne détériore pas une propriété précieuse sans raison. La froideur dans sa voix était pire que la rage. Elle s'était repliée derrière le mur de sa classe et de son privilège, fermant les vérités inconfortables. Tout le monde, retour au travail. Ce spectacle est terminé. Si j'entends quelqu'un parler de cela, il y aura des punitions sévères. Est-ce compris? Un cœur hésitant de « Oui, madame » parcourut la foule. Alors que Pierre emmenait Joséphine, plus doucement qu'il ne l'aurait fait auparavant, sous les yeux attentifs des autres esclaves, Catherine se tourna vers son mari. « Nous devons parler. Dans ton bureau. Maintenant. » Elle entra dans la maison sans attendre sa réponse, le dos droit. La porte du bureau se referma derrière elle, son visage redevenant froid et impénétrable. Elle ne pouvait pas s'effondrer ici devant les esclaves. C'était de la faiblesse, et la faiblesse détruirait tout. « Pierre, dit-elle, sa voix froide et contrôlée, emmène Joséphine à la cave, enferme-la. Personne ne doit lui parler ni la voir sans ma permission. Madame ?» Joséphine commença. « Et quelqu'un lui trouvera une couverture. Je ne veux pas qu'elle soit exposée comme ça. » Les yeux de Catherine se durcirent. Quoi qu'il se soit passé, elle est toujours une propriété précieuse. On ne détériore pas une propriété précieuse sans raison. La froideur dans sa voix était pire que la rage. Elle s'était repliée derrière le mur de sa classe et de son privilège, fermant les vérités inconfortables. Tout le monde. Retour au travail. Ce spectacle est terminé. Si j'entends quelqu'un parler de cela, il y aura des punitions sévères. Est-ce compris? Un cœur hésitant de « Oui, madame » parcourut la foule. Alors que Pierre emmenait Joséphine, plus doucement qu'il ne l'aurait fait auparavant, sous les yeux attentifs des autres esclaves, Catherine se tourna vers son mari. « Nous devons parler? Dans ton bureau? Maintenant ?» Elle entra dans la maison sans attendre sa réponse, le dos droit, la tête haute. Mais à l'intérieur, son esprit était en ébullition. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie, son mariage, sa place dans le monde, tout était bâti sur des mensonges. Dans le bureau, avec la porte fermée et verrouillée, Catherine retrouva enfin sa voix. Elle avait 14 ans. 14 ans! Étienne versa un grand brandy d'une main tremblante. « Catherine, ces choses, c'est compliqué. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les plantations. Ne me fais pas croire ça. » Sa voix était basse et venimeuse. « Ne me fais pas croire que c'est à cause de la gestion des plantations. Tu as violé une enfant. Tu l'as violée plusieurs fois pendant 12 ans. Tu l'as forcée à perdre 3 bébés. Elle est une esclave. » Mais même en disant cela, les mots semblaient creux. Ce n'est pas la même chose que quoi? Que si elle était blanche, que si elle était humaine. Catherine rit amèrement. « Tu sais ce qui est drôle? Je pensais être éclairé, je pensais bien traiter nos esclaves. J'étais fier de mon œuvre caritative, d'enseigner aux enfants esclaves des prières chrétiennes. Et tout ce temps, tu détruisais la vie d'une jeune fille sous mes yeux. Tu deviens hystérique. Et sais-tu ce qui est pire? » Catherine se leva brusquement, son regard brûlant. « Tu savais? Pas les détails, peut-être, mais tu savais qu'il se passait quelque chose. Tu as vu ses larmes. Tu as vu les bleus qu'elle essayait de cacher. Tu l'as entendue pleurer la nuit, je le sais, mais c'était plus facile de faire semblant de ne pas savoir, parce que reconnaître ce qui se passait vraiment aurait été...
gênant. Elle s'effondra dans un fauteuil, soudainement épuisée. « Mon Dieu, Étienne, qu'est-ce que nous sommes devenus? Catherine, tu devrais te coucher. Cette chaleur, ce n'est pas la chaleur. » Elle se leva brusquement. « C'est le fait de regarder dans un miroir et de ne pas reconnaître le monstre qui me regarde. » L'après-midi s'écoula lentement. Dans la cave sous la cuisine, Joséphine était assise sur le sol de terre battue, enveloppée dans une couverture grossière. Il faisait frais ici, du moins, loin de la chaleur étouffante. Mais l'obscurité pesait, et elle avait trop de temps pour penser. Qu'avait-elle fait? Elle avait dit des vérités qui ne pouvaient plus être oubliées. Elle avait défié sa maîtresse devant des dizaines de témoins. Elle avait révélé des secrets que les maîtres voulaient enterrer. Ils allaient la tuer pour ça. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Un accident dans les champs. Une maladie soudaine. Les esclaves qui parlaient trop avaient une fâcheuse tendance à disparaître. Mais étrangement, elle se sentait en paix. Pendant 12 ans, elle avait porté le poids du silence. La honte de penser qu'elle était en partie responsable de ce qui lui était arrivé. La culpabilité d'aimer les enfants alors qu'elle haïssait leur père. Tout cela l'avait broyée lentement, tuant son esprit même si son corps continuait de fonctionner. Maintenant, la vérité était dite. D'autres l'avaient entendue. Il s'en souviendrait, et peut-être, juste peut-être, cela planterait-il une graine de doute, de prise de conscience, qui grandirait en quelque chose de plus grand. La porte s'ouvrit, laissant entrer un ray de lumière. Mamie Rose descendit les marches prudemment, portant un plateau avec de la nourriture et de l'eau. « Je pensais que tu aurais faim, ma fille, » dit-elle doucement, posant le plateau. Joséphine leva les yeux, les larmes aux yeux. « Merci, mamie. Mais tu ne devrais pas être venue. Si on découvre que tu m'aides, qu'il le découvre. » La vieille femme s'assit près d'elle avec un grognement. « J'ai trop vécu pour avoir peur maintenant. Et tu avais raison sur tout ce que tu as dit là-haut. J'ai signé mon arrêt de mort, peut-être, ou peut-être as-tu allumé une étincelle. » Mamie Rose prit la main de Joséphine dans la sienne, noueuse. « Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était courageux. Stupide peut-être, mais courageux. Et nécessaire, parce que quelqu'un devait enfin dire la vérité. Mais rien ne changera. Les maîtres ont toujours tout le pouvoir. Pour l'instant. » Les yeux de Mamie Rose avaient une lueur étrange. « Mais j'ai entendu des rumeurs, ma fille, des rumeurs que, en France, on parle d'abolir l'esclavage dans les colonies, qu'il y a des gens qui se battent pour l'abolition. Cela n'arrivera peut-être pas demain ou l'année prochaine, mais cela viendra. Et quand ce sera le cas, les gens se souviendront de ce jour. Ils se souviendront de la fille qui s'est levée et a dit la vérité. » Joséphine voulait la croire, mais l'espoir semblait être un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. En haut, Catherine restait allongée dans son lit, dans l'obscurité, incapable de dormir malgré son épuisement. À côté d'elle, Étienne ronflait, apparemment insensible aux événements de la journée. Mais l'esprit de Catherine ne cessait de rejouer la scène. La voix de Joséphine. « J'avais 14 ans, madame, une enfant. » Les larmes qui coulaient sur son visage, les grossesses forcées, les bébés perdus, et ses propres enfants, que Joséphine avait aimé et soigné malgré tout. Pour la première fois de sa vie, Catherine affrontait vraiment l'horreur morale du monde dans lequel elle vivait. Pas abstraitement, pas comme un concept lointain, mais de façon viscérale, personnelle. Une fille, une enfant en réalité, avait été torturée pendant des années sous son nez, et Catherine avait profité de cela. Elle avait utilisé le travail forcé de cette même fille pour rendre sa propre vie confortable. « Que dois-je faire maintenant ?» chuchota-t-elle dans l'obscurité. Mais l'obscurité n'avait pas de réponse. Fracture, 3 jours passèrent dans un étrange entre-deux. Joséphine resta enfermée dans la cave. Catherine ne quitta plus sa chambre. Étienne passa de plus en plus de temps dans son bureau avec une bouteille de brandy. Et dans toute la plantation, les esclaves travaillaient avec une nouvelle énergie, une tension palpable que le contremaître Pierre reconnaissait avec une inquiétude croissante. Il parlait. Malgré les menaces de punition, malgré les avertissements, il parlait. Dans les champs pendant les courtes pauses pour boire. Dans les cabanes la nuit.
dans les coins discrets de la cuisine et des écuries. L'histoire de ce que Joséphine avait dit se répandait comme un feu de brousse, grandissant à chaque récit. Le soir du 3e jour, Pierre frappa à la porte du bureau d'Étienne. « Maître Beauregard, nous avons un problème. » Étienne leva les yeux de son bureau, où des papiers étaient éparpillés et oubliés. « Quoi encore? Les esclaves, ils sont différents. Ils nous observent. Ils parlent en groupe qui se taisent quand j'approche. Hier, 2 d'entre eux ont même discuté avec moi de leurs tâches. Discuter avec moi, alors punis-les. C'est justement le problème, monsieur. » Pierre semblait vraiment inquiet. « J'ai essayé. J'ai ordonné à l'un d'eux, Jacques, le cocher, d'aller au poteau de flagellation pour insolence. Mais quand j'ai demandé à quelqu'un de l'attacher, personne n'a bougé. Ils sont tous restés là, à me fixer, pas ouvertement en refusant, mais sans obéir non plus. J'ai reculé parce que je ne voulais pas l'aggraver. » Étienne sentit un doigt glacé de peur descendre le long de sa colonne vertébrale. « Tu penses qu'il prépare quelque chose? Une révolte? Je ne sais pas. Ce n'est rien d'évident. Il continue à travailler, à suivre la plupart des ordres. Mais quelque chose a changé, monsieur. Cette scène sur la véranda, elle a brisé quelque chose, ou peut-être réveillé quelque chose. » Étienne se leva brusquement, vacillant légèrement à cause du brandy. « Alors, nous devons leur rappeler leur place. Amène la fille, Joséphine, au poteau de flagellation demain matin. Punition publique, 50 coups, comme initialement ordonné. Que tout le monde voie ce qui arrive aux esclaves qui parlent contre leur maître. » Pierre hésita. « Monsieur, cela pourrait empirer la situation. Elle est devenue presque un symbole pour eux. Je me moque de ce qu'elle est devenue. C'est ma propriété et elle sera punie. » La voix d'Étienne était dure. « Demain matin, assure-toi que tout le monde soit là pour regarder. » Mais en haut, Catherine avait écouté à la porte. Elle entendit tout. Elle attendit que Pierre soit parti, puis entra dans le bureau sans frapper. « Tu ne toucheras pas à cette fille. » Étienne la regarda, surpris. « Excuse-moi? Tu m'as entendu. Joséphine ne sera pas fouettée. » « Elle ne sera pas punie du tout, en fait. As-tu perdu la tête, après ce qu'elle a fait, après ce que tu as fait ?» La voix de Catherine était comme de la glace. « Soyons très clairs à ce sujet. Tout ce qui s'est passé était à cause de toi, tes actions, tes crimes. Elle est une esclave. J'ai tous les droits légaux. Le droit légal n'est pas le droit moral. » Catherine s'approcha du bureau, les mains à plat sur sa surface, alors qu'elle se penchait vers lui. « J'ai passé 3 jours à réfléchir à tout cela. 3 jours à repasser chaque moment des 12 dernières années. Et j'ai compris une chose, cette fille n'est pas le problème. Tu l'es, tout ce système l'est. » Étienne regarda sa femme comme si elle avait poussé une deuxième tête. « Catherine, tu ne fais pas sens. Je fais un sens parfait pour la première fois de ma vie. » Elle se redressa. « Demain, je vais en ville. Je vais voir Maître Durande, l'avocat, pour faire rédiger les papiers de manumission pour Joséphine. » Manumission. Étienne faillit s'étrangler. « Tu veux libérer cette fille? » « Oui. » « Absolument pas. Tu sais ce que cela signifierait pour les autres esclaves? Que la désobéissance est récompensée? Qu'ils peuvent parler contre nous et être libérés? Nous aurions le chaos. Alors qu'il en soit ainsi. » La voix de Catherine était calme, mais ferme. « Je ne serai plus complice de tout cela. Je ne serai plus la femme qui profite sciemment du viol et de la torture d'une enfant. Elle n'est plus une enfant. Elle l'était quand tu as commencé. » Catherine frappa du poing sur le bureau. « Elle avait 14 ans, et j'ai fermé les yeux pendant que tu le faisais. Eh bien, plus maintenant, j'en ai fini. » Étienne se leva, le visage rougissant. « Tu ne feras rien de tel. En tant que ton mari, je t'interdis. Cette esclave est ma propriété, et c'est moi qui déciderai ta propriété ?» Catherine rit durement. « Oui, c'est là le problème, n'est-ce pas? Des gens comme propriété, des enfants comme des choses à utiliser et à jeter. Eh bien, désolé, mais je ne peux plus faire ça. » Elle se tourna vers la porte, mais Étienne lui attrapa le bras. « Catherine, écoute-moi. Je sais que ce que j'ai fait était regrettable.
Mais c'est ainsi que notre monde fonctionne. Si tu libères cet esclave, si tu me défies publiquement, tu nous détruiras. Notre réputation, notre position sociale, tout. Catherine regarda sa main sur son bras, puis son visage. Alors peut-être que ces choses méritent d'être détruites. Elle se dégagea et quitta le bureau, le cœur battant. Elle n'avait jamais défié son mari comme ça. Jamais même imaginé cela. Mais quelque chose de fondamental avait changé en elle. Cette nuit-là, Catherine descendit elle-même à la cave, portant une lampe et une clé. Elle trouva Joséphine recroquevillée sur le sol de terre battue, enveloppée dans la couverture, dormant à peine. « Joséphine », dit-elle doucement. La jeune femme se réveilla en sursaut, reculant en arrière par peur. « Madame, je ne vais pas te faire de mal. » Catherine posa la lampe et s'assit sur la marche du bas, sa robe de soie déplacée dans la cave sale. « Je voulais te parler. » Vraiment parler, sans public. Joséphine la regarda méfiant, ne disant rien. « Je dois que tu comprennes quelque chose, » continua Catherine. « Ce que j'ai fait l'autre jour, déchirer tes vêtements, t'humilier publiquement, c'était mal. Complètement mal. J'étais en colère et blessé, et je me suis défoulé sur toi alors que j'aurais dû affronter mon mari. » Toujours. Joséphine ne parlait pas. « Je dois aussi que tu saches que je te crois. À propos de tout. À propos d'avoir été forcée. À propos des grossesses. À propos de tout ça. » La voix de Catherine se brisa légèrement. « J'ai choisi de ne pas voir pendant des années parce que voir aurait signifié affronter des vérités que je n'étais pas prête à affronter. Mais je les vois maintenant et je suis tellement désolé. Désolé ne change rien, madame. » La voix de Joséphine était rauque. « Désolé ne me rend pas mes 12 années de vie. Désolé ne me rend pas mes bébés. Non, ça ne le fait pas. » Catherine essuya des larmes. « Rien ne peut changer ce qui a été fait, mais peut-être que je peux changer ce qui va arriver ensuite. » Elle se pencha en avant. « Je vais te libérer, Joséphine. Je vais en ville demain pour faire rédiger les papiers de manumission. Tu seras légalement libre. Tu pourras quitter cette plantation, quitter la Martinique si tu veux, recommencer ailleurs. » Joséphine écarquilla les yeux. « Vous me libérez ? » ?»« Oui. C'est le moins que je puisse faire. Ce n'est nulle part suffisant, mais c'est quelque chose. » Pendant un long moment, Joséphine la regarda. Puis, inattendument, elle rit. Un son amer et brisé. « Et qu'en est-il des autres, madame ? Qu'en est-il de toutes les autres Joséphines sur toutes les autres plantations ? Les jeunes filles violées par leur maître en ce moment, ce soir, pendant que nous parlons ici. Je ne sais pas. Tu ne peux que sauver une. Quel est le plus pratique ? » La voix de Joséphine était dure. « Tu te sens mieux, comme si tu avais fait quelque chose de bien, pendant que des centaines d'autres filles continuent à souffrir. Et tu retourneras à ta vie confortable, et tu te diras que tu es une des bonnes, parce que tu as libéré un esclave. » « Ah, ce n'est pas juste. » « Juste ?» Joséphine se leva, laissant tomber la couverture, ne se souciant plus de la pudeur ou de la bienséance. « Tu veux parler de juste ? Rien de tout cela n'est juste, madame. Tout le système est mauvais. Me libérer ne change pas ça. » Catherine recula comme si elle avait été frappée. « Que veux-tu que je fasse alors ? Je suis une femme, je ne peux pas changer le monde entier. » « Ne peux-tu pas ?» Joséphine s'approcha, les yeux intenses. « Tu es riche. Tu es respecté dans la société. Tu as des connexions, de l'influence. Tu pourrais parler. Tu pourrais dire à tes amis la vérité sur ce qui se passe dans les plantations. Tu pourrais rejoindre les abolitionnistes. Tu pourrais vraiment te battre contre ça au lieu de juste te sentir mieux avec un petit geste. » Les deux femmes se faisaient face dans la lumière de la lampe. Maîtresse et esclave, oppresseur et opprimé, mais en cet instant, presque égales. « Tu me demandes de détruire toute ma vie, » chuchota Catherine. « Je te demande de faire ce qui est juste. » La voix de Joséphine s'adoucit légèrement. « Tu as dit que tu me croyais. Tu as dit que tu voyais la vérité maintenant. Si c'est vrai, si ce n'est pas juste des mots, alors agis en conséquence. Agis vraiment en conséquence. » Catherine resta silencieuse pendant longtemps. Dehors, un oiseau de nuit appela. La lampe vacilla. « Je vais réfléchir à ce que tu as dit. »
répondit-elle finalement. Mais quoi qu'il en soit, tu seras libéré. Je te le promets. Elle ramassa la lampe et se dirigea vers la porte, la verrouillant derrière elle. Mais les paroles de Joséphine la hantaient pendant la nuit sans sommeil. Tu pourrais vraiment te battre contre ça, au lieu de juste te sentir mieux avec un petit geste. Ah, pourrait-elle? Devrait-elle? Qu'en coûterait-il? Tout. Qu'en coûterait-il de ne pas le faire? Son âme. Au matin, Catherine avait pris sa décision. Elle libérerait Joséphine. Et ensuite, elle ferait quelque chose que jamais une femme de sa classe n'avait fait en Martinique. Elle dirait la vérité, toute la vérité, publiquement, et laisserait les conséquences tomber où elles tomberaient. Le prix de la liberté le matin du 18 août 1847, le soleil se leva clair et chaud sur l'habitation Beauregard. À 7 heures, la température était déjà oppressante, promettant une autre journée d'humidité étouffante. Mais la météo était la dernière chose à l'esprit de tout le monde. La nouvelle s'était répandue dans la plantation pendant la nuit. La madame partait, pas juste pour une journée à la ville, mais vraiment, elle quittait la Martinique. Les esclaves s'étaient rassemblés en petits groupes, chuchotant, spéculant. C'était vrai, que leur arriverait-il à Joséphine? Dans la maison principale, Catherine supervisait l'emballage des affaires de ses enfants avec calme et efficacité. Elle avait passé la nuit éveillée, mais son esprit était limpide. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Étienne fit irruption dans la chambre. « Catherine, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement partir. Regarde-moi. » Elle continuait à plier des vêtements dans un coffre. « Où iras-tu même? Tu n'as pas d'argent à toi. Mon père m'a laissé un fonds en fiducie que tu ne peux pas toucher. J'irai à Paris. J'ai des cousins là-bas qui nous hébergeront, au moins temporairement. » Et le scandale? La voix d'Étienne monta. « Tout le monde saura que tu m'as quitté, qu'il le sache. » Catherine continua à plier, impassible. « Qu'ils sachent exactement pourquoi je suis parti. »« Mais tu ruines tout, peut-être. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais je préfère être une paria qui dit la vérité plutôt qu'une dame respectable qui vit un mensonge. » 1 heure plus tard, Catherine descendit à la cave pour la dernière fois. Joséphine leva les yeux en la voyant entrer. « Viens avec moi, » dit Catherine calmement. « Il est temps. » Elle mena Joséphine à l'étage dans la chambre principale où elle ouvrit son armoire. « Choisis une robe, n'importe laquelle tu veux. Tu auras besoin de vêtements convenables pour la ville. » Joséphine regarda la collection de robes fines, confuse. « Madame, nous allons à Fort-Royal ensemble, chez l'avocat. » Et ensuite, Catherine prit une profonde inspiration. « Ensuite, nous allons quelque part où je n'aurais jamais pensé aller, à la réunion des abolitionnistes. » Les... Quoi? Il y a un petit groupe à Fort-Royal. Des gens libres de couleur, quelques sympathisants blancs, des Quakers. Ils se réunissent secrètement pour discuter de la fin de l'esclavage. Je le savais depuis des années, tout le monde dans la société le sait. Nous nous moquons d'eux au dîner. La voix de Catherine était amère. Mais ils avaient raison depuis le début. Et je vais les rejoindre, je vais leur dire tout ce qui se passe dans ces plantations. Tout ce que tu m'as dit. Joséphine écarquilla les yeux. Madame, ils te détruiront. Ta réputation, ta position sociale. Tant mieux. La voix de Catherine était farouche. Que tout brûle. Je préfère être une paria qui dit la vérité plutôt qu'une dame respectable qui vit un mensonge. Ils se rendirent à Fort-Royal en voiture. Un couple étrange. La grande dame dans ses plus beaux vêtements de voyage et l'ancienne esclave dans une robe empruntée, assise côte à côte. Jacques le cocher ne dit rien, mais ses yeux dans le rétroviseur trahissaient un nouveau respect. Chez l'avocat, Maître Durande fut choqué quand Catherine expliqua ce qu'elle voulait. « Madame Beauregard, êtes-vous certaine? Libérer une esclave domestique précieuse sans le consentement de votre mari, je suis certaine. Rédigez les papiers, maintenant. » Quand les documents furent signés et scellés, Catherine les tendit à Joséphine. « Tu es libre, légalement, officiellement libre. Tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux. Tu ne me dois rien. » Joséphine prit les papiers de ses mains tremblantes, les fixant comme s'ils allaient disparaître. « Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu viendras avec moi à la réunion abolitionniste. Ils doivent entendre ton histoire. Pas de ma bouche, mais de ta bouche. »
mais de la tienne, en tes propres mots. La réunion avait lieu dans un bâtiment modeste près des docks et les participants furent de stupéfaits quand Catherine Beauregard, l'une des femmes de plantation les plus en vue de Martinique, entra avec une jeune mulâtre. Mais ils écoutèrent. Pendant 2 heures, ils écoutèrent Joséphine raconter son histoire. Tout, le viol à 14 ans, les grossesses forcées, les années d'abus, la complicité du silence. Puis Catherine se leva et ajouta sa voix. Elle leur parla de la cécité volontaire des maîtresses de plantation, des cruautés quotidiennes, acceptées comme normales, de la pourriture morale au cœur de leur société. « Je ne peux pas effacer ce qui a été fait, » dit Catherine, la voix brisée. « Mais je peux parler, je peux dire la vérité, et je peux utiliser toute l'influence et toutes les ressources que j'ai pour combattre ce système maléfique. » Quand la réunion prit fin, plusieurs personnes s'approchèrent d'elle. Une femme libre de couleur nommée Solange embrassa Joséphine. « Tu es en sécurité maintenant, sœur. Nous t'aiderons à reconstruire une nouvelle vie. » Un gentleman quaker nommé Thomas Harrison serra la main de Catherine. « Madame Beauregard, ce que vous avez fait aujourd'hui demande un courage immense. Bienvenue dans notre lutte. » De retour à l'habitation Beauregard ce soir-là, le chaos régnait. Étienne avait découvert les actions de Catherine et était furieux. Il ordonna à Pierre de rassembler les esclaves. « Si cette femme pense qu'elle peut miner mon autorité, elle se trompe, » gronda-t-il. « Doublez les quotas de travail. Quiconque est surpris à parler de ce qui s'est passé sera sévèrement puni. » Mais Pierre avait de mauvaises nouvelles. « Monsieur, 3 esclaves se sont enfuis cet après-midi, et d'autres parlent ouvertement d'évasion. Les rumeurs se répandent que Joséphine a été libérée. Ils disent que si une peut être libre, pourquoi pas tous? » Étienne sentit son monde s'effondrer. Sa femme l'avait quitté. Son autorité sur les esclaves s'érodait, et les rumeurs de ses crimes se répandaient dans la société de Fort-Royal comme un feu de brousse. Il versa un autre brandy d'une main tremblante. Comment en était-il arrivé là? Pendant ce temps, dans une modeste pension de Fort-Royal, Joséphine était allongée dans un vrai lit pour la première fois en tant que femme libre. Elle regardait le plafond, les larmes coulant sur son visage. Elle était libre, vraiment, totalement libre. Le chemin devant elle serait dur. Elle n'avait pas d'argent à elle, peu de compétences au-delà du travail domestique, et vivait dans une société qui la voyait toujours comme inférieure. Mais elle avait maintenant quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, le choix. Elle pouvait choisir où vivre, qui faire confiance, quel travail faire. Si rester à la Martinique ou partir pour la France ou l'Amérique et recommencer complètement. Les possibilités étaient terrifiantes et exaltantes en même temps. En ville, Catherine écrivait des lettres à ses cousins à Paris expliquant sa décision de quitter son mari et la Martinique. À l'hebdomadaire abolitionniste de Londres, offrant d'écrire des articles sur la vie en plantation du point de vue d'une ancienne incidaire. À l'ami de son père, membre de l'Assemblée française, l'encourageant à soutenir la législation abolitionniste. Petit Henri frappa à sa porte. « Maman, pourquoi Mamie Jo est-elle partie? Est-ce de ma faute ?» Catherine prit son fils dans ses bras, le cœur brisé. « Non, mon chéri, ce n'est pas ta faute. Mamie Jo devait aller quelque part en sécurité. Mais je te promets que tu comprendras quand tu seras plus grand. Et je veillerai à ce que tu grandisses en sachant la vérité sur ce qui s'est passé ici. » 3 mois plus tard, Catherine et ses enfants embarquèrent pour la France. Elle laissa derrière elle toute sa fortune, sa position sociale, sa vie confortable. Mais elle emporta avec elle quelque chose de plus précieux, son intégrité. Elle passa les années suivantes à travailler avec des groupes abolitionnistes, à écrire des articles sous un pseudonyme qui détaillait la réalité de la vie en plantation et à utiliser ses connaissances de l'intérieur pour contrer les arguments pro-esclavage. Joséphine resta à la Martinique, rejoignit la maison de Solange et apprit à lire et à écrire. Elle devint active dans le mouvement abolitionniste naissant, parlant lors de réunions, partageant son histoire avec tous ceux qui voulaient l'entendre. Les 2 femmes ne devinrent jamais amies, les blessures étaient trop profondes, l'histoire trop complexe. Mais elles devinrent quelque chose de peut-être plus important,
des alliés dans une cause commune. Et le 23 mai 1848, moins d'un an après ce jour fatidique sur la véranda, l'esclavage fut officiellement aboli en Martinique. Quand la nouvelle arriva, Joséphine était dans les rues de Fort-Royal, parmi des milliers de personnes nouvellement libres, les larmes coulant sur son visage. La célébration était joyeuse, chants, danses, pleurs, embrassades. Elle pensa à tous les esclaves restés à l'habitation Beauregard, Mamie Rose, qui était restée à ses côtés, Jacques, qui l'avait conduite vers la liberté, Lisette, qui avait gardé les enfants quand elle avait été appelée. Tous étaient libres maintenant aussi. Le système qui avait détruit tant de vies était enfin officiellement mort. Ce n'était pas parfait. Les anciens esclaves faisaient toujours face à une discrimination énorme, à la pauvreté et à des opportunités limitées. Les anciens propriétaires d'esclaves étaient indemnisés, tandis que les personnes libérées ne recevaient rien. Le racisme persisterait pendant des générations, mais c'était un début. Épilogue Fort-Royal, aujourd'hui Fort-de-France, Martinique 1865. Une femme d'environ 45 ans marchait dans le marché animé, son panier rempli de pain frais et de légumes. Elle portait une robe simple mais bien faite, ses cheveux couverts d'un madras coloré qui signalait son statut de femme libre et entrepreneuse. Joséphine possédait maintenant une petite boutique de couture, employait 6 autres femmes, toutes anciennes esclaves, et était connue pour son excellent travail et son traitement juste de ses employés. Elle avait épousé un homme gentil, un charpentier nommé Claude, et ils avaient 2 enfants qui fréquentaient la nouvelle école pour enfants de couleur. La vie était encore difficile. Le racisme n'avait pas disparu avec l'abolition. Mais elle était libre. Vraiment, légalement, irrévocablement libre. En marchant, elle remarqua une silhouette familière, une femme blanche plus âgée aux cheveux gris, vêtue simplement, marchant avec 3 jeunes adultes. Il lui fallut un moment pour la reconnaître. Catherine. Leurs regards se croisèrent sur le marché. Pendant un long moment, elles se regardèrent simplement, une vie entière d'histoires compliquées passant entre elles. Puis Catherine hocha la tête, un geste de respect, de reconnaissance, peut-être même de gratitude. Joséphine hocha la tête en retour. Elles n'approchèrent pas l'une de l'autre, il n'y avait plus rien à dire. Mais dans cet échange bref se trouvait une compréhension. Elles avaient toutes 2 survécu. Elles avaient toutes 2, chacune à sa manière, combattu contre le mal dont elles avaient vécu. Et surtout, elles avaient toutes 2 choisi la vérité plutôt que le confort. Alors que Joséphine continuait à traverser le marché, elle passa un groupe de jeunes, des adolescents, peut-être 18 ou 19 ans, rassemblés autour d'un journal, discutant de politique à voix haute. « Les Américains vont abolir l'esclavage bientôt aussi, » déclara l'un. « Le monde entier change. »« Ma grand-mère était esclave, » dit un autre fièrement. « Mais je suis né libre, et mes enfants ne connaîtront jamais les chaînes. » Joséphine sourit. Oui, le monde changeait, lentement, douloureusement, imparfaitement, mais il changeait. Et tout avait commencé avec des moments comme le sien sur cette véranda 17 ans plus tôt. Quand une femme, poussée à son point de rupture, avait finalement dit « Assez, je ne serai plus silencieuse. Je dirai la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. » Parfois, le courage ressemblait à de grands gestes, libérer des esclaves, rejoindre des mouvements, écrire des révélations. Et parfois, il ressemblait à une femme terrifiée en vêtements déchirés, trouvant sa voie au moment où elle avait tout à perdre et rien à craindre. Les 2 comptaient, les 2 changeaient le monde. Alors que le soleil se couchait sur Fort-de-France, peignant le ciel d'orange et d'or, Joséphine rentra chez elle, vers sa famille, son atelier, sa vie. Une vie qu'elle avait choisie. Une vie qui était enfin complètement sienne.